Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors on va démarrer cette table ronde dédiée aux ordonnances. Un an après, on va faire un petit peu le bilan ensemble. Alors ce que je vous demanderais, c'est de vous rapprocher au maximum, de manière à ce que nous soyons voilà, tous ensemble. C'est mieux, plus on est proche. Je suis Smaine Amrani, je serai votre animatrice aux côtés de nos invités qui nous font l'honneur d'être avec nous. Nous avons Monsieur Antoine Fouché. Monsieur Antoine Fouché, bonjour, merci d'être là. Directeur du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, donc du coup qui a vécu les choses, qui vit les choses de l'intérieur. Donc on va vraiment pouvoir en savoir plus, lui poser toutes les questions que l'on souhaite. Monsieur Marc Landré est également avec nous. Marc Landré, merci d'être avec nous, rédacteur en chef, responsable du service Éco-France au sein du journal Le Figaro. Donc c'est dire que vous allez pouvoir nous éclairer sur la question. Monsieur Raymond Soubi est également avec nous. Bonjour Monsieur Soubi, ça va, tout va bien ? Très très bien, président du groupe d'information professionnelle AEF. Monsieur Anthony Strecher est également avec nous, administrateur de la GSC et directeur associé de Achat Plus PME. Et puis nos hôtes de la journée, nous avons Monsieur Patrick Liébus, président, vice-président de l'UDP, en charge des affaires sociales, des relations du travail et de la parité, et également Monsieur Philippe Gartner, président de la commission des affaires sociales, des relations du travail et de la parité à l'UDP. On a fait le tour, on s'est présenté, vous êtes les bienvenus, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous allez pouvoir bien évidemment participer. Alors un numéro de téléphone va être mis en place, on va le voir s'afficher dans quelques instants. Donc surtout, on n'hésite pas à envoyer ces petites questions par SMS et on y répondra en fin d'atelier. Alors, on va commencer, bien évidemment, par rappeler le contenu des ordonnances. On va refaire un petit peu le tour des choses. On tentera, dans un second temps, de dresser un premier bilan. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il est encore tôt, mais nous allons tous ensemble essayer. Et puis, dans une troisième partie, la dernière, nous laisserons place à la réflexion en se demandant s'il faut aller plus loin. Les ordonnances de la réforme du Code du travail ont été promulguées le 22 septembre 2017 par le président de la République. Monsieur Fouché, vous étiez en plein cœur de l'action. Dans quel contexte bien cette réforme a eu lieu ? Bien, bonjour à tous, merci. Tant bien. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Monsieur Fouché. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'avoir la chance ici de participer avec vous à ces rencontres de l'UDP. Le contexte d'il y a un an, il faut se le rappeler, je pense, c'était un contexte de forte attente du pays et des chefs d'entreprise en particulier pour une modernisation de notre marché du travail, du Code du travail en particulier, qui était jugé peut-être avec un peu d'injustice, peut-être un peu avec trop de sévérité, comme n'ayant pas été faite depuis des années ou des dizaines d'années. Et donc, il y avait une forte attente, à la fois vis-à-vis du gouvernement, du ministère du Travail, sur sa capacité à engager et réussir des réformes réputées comme très difficiles, voire impossibles à faire. Et puis une attente, je pense, des chefs d'entreprise, et particulièrement des chefs d'entreprise de TPE, PME, de l'artisanat, pour enfin tenir compte de leurs spécificités et apporter des réponses qui étaient attendues depuis des années. Ça c'était le contexte. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on était toujours avec le problème non résolu de la mise en œuvre du compte pénibilité.
qui était perçu. On l'a oublié parce que c'était il y a un an, mais il y a un an encore, le compte pénibilité était perçu comme quelque chose qui allait entrer en vigueur avec et comme une charge administrative impossible à porter dans les entreprises et particulièrement dans les TPE-PME. Et donc, voilà, on est un an après, je pense qu'on parlera du bilan plus tard, mais le contexte, pour répondre à votre question, c'était celui-là, une forte attente, pas mal de pression et un début de mandat qu'il fallait réussir à lancer en montrant une capacité de réforme sans casser et sans diviser. Merci beaucoup. Alors, une réforme qui compte 117 mesures. On ne va pas toutes les énumérer ce matin, nous n'avons pas le temps. Quelles en sont les principales? Quelles sont les modifications majeures du Code du travail? Dites-nous tout concrètement. Non, je pense que vous l'avez dit, il y a 117 mesures, plus d'une centaine de mesures. Donc, puis en plus, on peut compter de manière très différente. On peut dire qu'il y en a encore plus ou encore moins, tout dépend de la manière dont on présente les choses. Ce qui est important, c'est les mesures qui ont le plus d'effet, ou en tout cas avec lesquelles on peut considérer que l'effet psychologique ou réel, et souvent on sait qu'en économie la psychologie a des effets réels, et qu'on le voit aujourd'hui. Quelles sont ces mesures-là ? Une mesure qui était très attendue et qui était le barème des indemnités, enfin le barème des dommages et intérêts, pardon, limitant les dommages et intérêts au prud'homme. C'était très attendu parce que c'était une mesure considérée, encore une fois, comme très difficile à mettre en œuvre, auquel les gouvernements précédents avaient renoncé et qui permet de donner une visibilité sur la durée et surtout le coût d'un licenciement qui ne se ferait pas dans les règles. Et donc, c'était, je pense, l'une des mesures les plus efficaces pour traiter ce qu'on appelait à l'époque, peut-être que ça reviendra, mais ce qu'on appelait à l'époque la peur de l'embauche des petites entreprises qui considéraient, à tort ou à raison, en tout cas, ça avait des effets réels, à tort ou à raison, que c'était facile d'embaucher, très compliqué, très incertain sur le coût, sur la durée, de se séparer d'un collaborateur. Et donc, il y avait une réticence à embaucher. Aujourd'hui, on rencontre toujours, et on va continuer de le faire, beaucoup de chefs d'entreprise de toutes les tailles. Il n'y en a plus un seul qui nous parle de la peur de l'embauche. Ce dont il nous parle, c'est de la difficulté à trouver sur le marché du travail les compétences dont ils ont besoin pour répondre au marché. Et donc, là-dessus, ça se voit aussi dans les chiffres sur la diminution du nombre de prud'hommes. Cette mesure-là a eu quelque chose de très, je pense, de très efficace, au moins psychologiquement, et on va continuer d'en voir les effets. Peut-être une deuxième mesure très importante aussi, la négociation, les facilités de négociation dans les entreprises de moins de 20 salariés. Là aussi, on nous disait, à juste titre, beaucoup de réformes dans les années précédentes ont assoupli le droit du travail en permettant aux entreprises de le modifier, de l'adapter à leurs spécificités par le dialogue social. Mais nous, dans nos petites entreprises, moins de 10, moins de 20, moins de 50, on ne peut pas négocier. Et donc, en fait, tous ces outils, c'est bien, mais ce n'est pas pour nous. Je pense que là, avec la procédure de consultation dans les moins de 20 salariés, la procédure de consultation directe, on peut dire enfin qu'entre un groupe du CAC 40 et un artisan, il y a les mêmes outils qui sont à disposition. Et ce qui fait que ça marche, c'est que ces outils sont adaptés à la spécificité de la situation et de la taille des entreprises. C'est le dialogue direct avec les salariés dans les moins de 20, et c'est le dialogue social avec les organisations syndicales dans les plus grandes entreprises. 364 accords dans les moins de 20 ont été signés en 7 mois. Il y a deux manières de voir les choses. On peut dire c'est vraiment pas beaucoup, parce que 364 accords par rapport à 1 million d'entreprises dans les moins de 10, bah écoutez, peut mieux faire. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est que l'année dernière, à la même époque, il y en avait 0, et que les accords d'entreprise sur la rémunération, sur le temps de travail,
c'était un ovni dans les TPE, PME, et c'est en train de devenir une réalité. Ça dépend maintenant des branches qui doivent apporter des services avec des accords type TPE, PME pour industrialiser cela. Merci beaucoup, Monsieur Fouché. Vous aussi, hein, c'est un atelier débat, nous sommes ensemble. Donc tout à l'heure, j'ai vu que le numéro de téléphone s'était affiché. Donc surtout, on va très certainement avoir un slide. N'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS, on les lira tout à l'heure. Monsieur Landré, je viens vers vous. Toutes ces mesures, sont-elles appliquées? Sont-elles appliquées? Pour qu'elles soient appliquées, il faudrait d'abord qu'elles soient connues. C'est le problème des réformes. Le plus dur, c'est pas de les pondre, c'est pas de les faire voter, c'est de les appliquer par la suite. Donc, Antoine Fouché vient de faire une partie de me prendre une partie de mon propos sur le nombre d'accords qui ont été signés dans les TPE en 7 mois depuis le début de l'année. Effectivement, 364 par rapport à 0, c'est beaucoup. 0 l'année dernière, mais c'est très peu par rapport aux millions. Et surtout, c'est très peu par rapport au nombre d'accords d'entreprise qui sont signés chaque année. On estime qu'il y a, toutes entreprises confondues, 36 000 accords d'entreprise, notamment majoritairement sur le temps de travail, qui sont signés chaque année. Donc là, vous faites le compte, hein, 384 par rapport à 36 000, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est un début. C'est pareil, hein, c'est des économies, ça commence par les petites pièces de 5 centimes que les enfants récoltent dans la rue. Donc il faut bien commencer quelque part. Mais le vrai problème, c'est la communication et la connaissance de ces mesures. Et ça, c'est le job évidemment des médias, c'est le job aussi des organisations patronales que de communiquer les avancées des réformes et de les faire connaître sur le terrain pour que les adhérents, les entreprises, et en l'occurrence les petites entreprises, s'en saisissent. Justement, le rôle des syndicats. Monsieur Liébus, que peut-on en dire? Oui, notre rôle est important par rapport à ça. Il est évident que quand on est rentré dans ces discussions, ces négociations, ce qui a été le point marquant pour nous, c'est que nous, on allait parler de nos petites entreprises. C'est qu'on allait réfléchir les choses en tenant compte de ce que sont nos entreprises. Jusqu'à présent, tout ce qui se pensait très généralement pour des grandes entreprises, ça impactait sur les petites entreprises et ce n'était pas du tout adapté. Là, on l'a vu qu'on avait les accords de branche, ils étaient préservés. On l'a vu qu'on mettait en place des accords d'entreprise, la possibilité d'accords d'entreprise. C'était quand même assez exceptionnel que, n'ayant pas des structures syndicales dans nos entreprises, on pouvait arriver à trouver avec nos salariés le moyen de faire des accords d'entreprise. C'est sûr que c'est peu. Et voilà, et c'est quand même quelque chose, c'est pas référendum, mais c'est quand même quelque chose qui fondamentalement, nos anciens n'auraient même pas imaginé. Donc si on est arrivé à cela, c'est parce qu'on s'est dit à un moment donné, il faut arrêter. Il faut nous permettre de créer de l'emploi. Et l'important, c'est de créer de l'emploi. On le voit bien en ce moment, on a besoin de créer des emplois, mais qu'en situation compliquée dans l'entreprise, il faut pouvoir se séparer, c'est toujours difficile dans une petite entreprise, des salariés. Donc, la façon dont les choses se sont articulées, ça a permis quand même d'intégrer le fait qu'on y avait un rôle à jouer. Et là, c'est le rôle des organisations professionnelles, c'est le rôle de l'U2P, c'est le rôle de nos organisations membres de l'U2P, c'est de communiquer, d'informer, d'écrire, de préécrire certains documents pour faciliter le travail dans les entreprises, d'informer au maximum pour savoir quels sont les droits qu'ont maintenant ces entreprises. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les entreprises? Et ça, c'est le rôle de nos organisations. On le fait, mais c'est sûr qu'entre 0 et le chiffre qu'on a atteint, ça ne paraît pas beaucoup, mais je peux vous dire que psychologiquement, c'est énorme. C'est énorme. Parce que le fait que certaines entreprises ont compris, ont osé le faire, ça a valeur d'exemple pour d'autres, et il faut qu'on continue. Il y a encore des points qu'on continuera d'améliorer, mais franchement, les avancées, moi je suis quelqu'un qui, vous me connaissez, tout le monde me connaît, je n'ai pas la langue de bois. Certains qui sont autour de cette table me connaissent, on a pratiqué quelquefois des discussions, des négociations, je dis les choses très clairement. Mais là, à un moment donné, j'arrivais un peu le ventre serré à ces négociations, et je me suis dit quand même, je pense qu'on doit arriver à quelque chose. On l'est arrivé à quelque chose, maintenant il faut le faire vivre. Et ça, c'est notre rôle, et on le fera, parce qu'il y a d'autres points à l'intérieur du travail qui a été fait sur ces ordonnances travail, qui sont encore à mettre en place, qui sont encore à expliquer, et cela, on va le faire avec la facilité qui est la nôtre, parce que ce qui est assez intéressant, c'est comme on vit nous-mêmes. C'est ça la particularité de l'U2P, je le répète souvent, et ceux à qui j'ai été, et je le répétais, je dis, vous savez, la particularité de l'U2P, c'est la particularité de chacune de nos organisations. C'est que ceux qui la dirigent, ce sont des chefs d'entreprise, des artisans, des professions libérales, des commerçants. Donc à partir de ce moment-là, on vit nous-mêmes ce que l'on a à mettre en place. Alors on essaye de le mettre chez nous, quand on peut le faire, suivant la structure que l'on a, mais au moins on parle de ce que l'on connaît.
Ce n'est pas à un niveau d'échelle important où les gens réfléchissent parce qu'ils ont une structuration d'entreprise importante. C'est ceux qui, concrètement, tous les jours, vont avoir avec les salariés à chercher des solutions. Nos solutions à nous, c'est de créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut non seulement nous sécuriser, mais il faut sécuriser aussi nos salariés. Voilà, c'est le but et on va continuer de le faire, on va le faire de plus en plus. Et dans toutes les discussions qui s'ouvrent en ce moment, c'est impératif. L'entreprise de proximité, celle que l'on représente, on doit en tenir compte. Sinon, rien ne démarrera dans ce pays. Merci, Monsieur Liebus. Vous l'avez rappelé, des ordonnances qui visent donc à répondre à des problèmes. On va s'intéresser à l'une de ces mesures, la fusion des instances représentatives du personnel et la mise en place d'un comité économique et social, dans le but justement de lutter contre les effets de seuil. C'est un point qui remonte souvent. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Soubi. Est-ce que le sujet est-il vraiment traité en profondeur ? Il est traité. En profondeur, c'est une autre question. Je crois surtout que le sujet du comité social et économique intéresse plus les entreprises plus importantes que les entreprises de proximité. Je ne crois pas que ce soit tellement dans l'horizon des entreprises de proximité, alors que les deux sujets qui viennent d'être précédemment évoqués, eux, sont tout à fait dans le scope des entreprises de proximité. Parce que le sujet du comité social et économique, c'est un sujet de regroupement d'institutions représentatives du personnel, c'est un sujet de facilitation du dialogue social, c'est un sujet d'approfondissement du dialogue social, et toutes ces thématiques sont en fait, comme je le disais, plus présentes dans l'esprit des entreprises moyennes, ETI ou grandes, que dans l'esprit des entreprises de proximité. Pour les entreprises de proximité, je crois que je mets le vent au-dessus de ma condition. Il me semble que ce qu'il faut en matière de droit du travail, comme d'ailleurs dans toutes les matières juridiques, c'est répondre à des principes. Le premier, c'est d'avoir des règles simples. Plus elles sont compliquées, moins elles sont comprises, moins elles sont comprises, moins elles sont appliquées, moins elles sont appliquées, moins elles servent à quoi que ce soit. Simple. Deuxièmement, que ce soit des règles stables. J'ai souvent dit en matière de plaisanterie que le bon gouvernement, il faudrait une succession de deux bons gouvernements. Un bon gouvernement qui réformerait tout et un deuxième bon gouvernement qui dirait « je ne touche plus à rien ». De manière à créer quand même une stabilité. Parce que les entreprises de proximité souffrent en fait de l'instabilité des règles. Ça, c'est aussi un vrai sujet. En matière de droit du travail, ces sujets sont évidents parce que le droit du travail est par nature, pas par vice de ceux qui le font, mais par nature, un sujet extrêmement compliqué. J'ajoute qu'il y a un petit détail qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'il existe la jurisprudence, c'est-à-dire vous avez des règles grand A qui sont établies par le législateur, vous vous retrouvez quelques années après avec les règles grand B, grand C, grand D, qui en fait ont été sécrétées par la jurisprudence, qui à la fois change un peu parfois la nature de l'intention du législateur et en tout cas complique les règles. Donc, ce qui est très frappant dans ce qu'a dit Antoine Fouché tout à l'heure, il a dit il y a je ne sais plus combien de dispositions dans les ordonnances, on peut en chiffrer 100, 150, 200, 300, 400, et il en a retenu 2 pour les entreprises de proximité. Mais 2 qui sont concrètes. Et 2 mesures concrètes peuvent être d'application importante. Et alors là, il y a un point que je voulais dire, c'est qu'en matière de droit du travail, comme de tous les droits, ce qui est important, c'est non seulement l'évolution de la règle, mais c'est la manière dont les entreprises la comprennent. Autrement dit, l'effet des règles des ordonnances sont dans un premier temps un effet psychologique. Ah, enfin, on s'attaque à des sujets auxquels on ne s'attaquait pas suffisamment. Et l'effet psychologique par lui-même est bénéfique. Le chef d'entreprise, l'artisan, est plus confiant dans l'avenir et a plus tendance à créer des emplois. Parenthèse, c'est aussi vrai pour des grandes entreprises, avant même qu'il y ait l'effet pratique. Et enfin, pour terminer sur l'effet pratique, je crois, et cela a été dit, qu'on peut recenser, et notamment pour les entreprises de proximité, des premiers effets pratiques, notamment sur les 2 sujets
qui ont été évoquées. Pour tout le reste des ordonnances, mais ce n'est pas tellement notre sujet ce matin, je suggère aux organisateurs d'aujourd'hui de nous réinviter en 2023 pour commencer à faire un premier point de l'esquisse de l'application des mesures, parce que toutes les autres mesures demandent beaucoup de temps pour s'appliquer, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication, et donc elles ne peuvent pas s'appliquer en un jour, ni même en un an. Merci beaucoup, Monsieur Soubi. Monsieur Strecher, je vais m'adresser à vous. Justement, on parlait des entreprises de proximité. Qu'est-ce qui a changé pour les entreprises de proximité ? Aujourd'hui, j'ai un peu rejoint tout ce qui est déjà dit, c'est qu'il y a une première loi qui n'est pas écrite, qui est la première chose qui est fantastique. Nous, on a créé il y a bientôt 9 ans notre entreprise. On a, pour la première fois en 9 ans, j'ai l'impression qu'on a été entendu et que les problématiques sont prises en compte. C'est qu'on inverse le cube. C'est qu'avant, tout ce que j'ai connu, et je pense que beaucoup ici l'ont connu, c'est que vous créez une entreprise, par principe, du coup, vous êtes coupable par principe. Vous créez une entreprise, vous avez des lois, vous avez ceci, cela. Là, on renverse les choses en disant, on crée une entreprise, on peut faire des erreurs, il faut simplifier les choses, il faut être pragmatique. Donc ça, c'est le premier signal qui est fort, qui n'est pas une loi, mais qui, en fin de compte, donne et véhicule ce message. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, je rejoins sur des choses très pratico-pratiques. Oui, le changement du barème, de mettre en place un barème prud'homal, de mettre en place des règles simples, ça répond à tout chef d'entreprise pragmatique, dire voilà, j'ai une règle simple, applicable, je la comprends, je peux la mettre en place. Top. D'autres choses sur le discours, oui, il n'y a que 300 et quelques nouvelles conventions et accords qui se mettent dans les entreprises. Avant, il y en avait 0 sur les TPE, les PME. Parce que pour beaucoup, on était dans une relation directe avec nos collaborateurs, collaboratrices, avec un texte de loi qui est très compliqué, qui est très complexe. Là, au moins, c'est un peu plus simple. On se dit, tiens, on peut enfin mettre des choses en place. Par contre, il ne faut pas oublier, on a notre rôle de chef d'entreprise, on a les organisations, syndicats, patronales, fédérations qui sont là pour communiquer auprès des chefs d'entreprise. Il ne faut pas oublier l'État, il ne faut pas oublier les collectivités locales, tous les organes locaux, le direct, inspection du travail et autres, qui doivent aussi communiquer sur ces changements de loi. Parce qu'aujourd'hui, le petit retour du terrain rigolo, c'est vous avez une annonce, vous savez, vous, en fin de compte, on a la primeur d'avoir l'information en amont de ce qui est en train de se mettre en place et ainsi de suite. Quand vous êtes sur le terrain, on dit tiens, je vais vouloir mettre ça en place. Vous appelez votre direct local ou autre. Là, des fois, vous tombez un peu du bananier. Parce que soit il dit oui, mais c'est pas encore en place. Mais si, c'est en place. Maintenant, je suis pas au courant. J'ai pas encore eu la note et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore compliquées. On a du chemin à faire. Il y a ce travail aussi en collaboration avec l'État, avec les organes du gouvernement, pour qu'eux aussi communiquent et appliquent les choses localement. Le local, c'est l'avenir de demain. Vous le dites sur les relations interentreprises, sur les relations avec nos clients. La première valeur ajoutée d'une entreprise, c'est les salariés, c'est pas autre chose. Donc à un moment donné, je ne connais pas de chef d'entreprise normalement constitué qui a plaisir de licencier quelqu'un. Il cherche à embaucher, à développer, former, accompagner. Ça fait partie de l'ADN, de notre ADN de chef d'entreprise. Et d'essayer d'être pragmatique, d'anticiper. On est des fois dans un système de déni. Je suis administrateur de la GSC. Vous savez ce que c'est que la GSC ? Je pense que vous ne savez pas trop. C'est l'assurance chômage qui a été créée par les chefs d'entreprise pour, si la boîte tombe, que j'ai un revenu, qu'il y ait des choses qui se passent en place derrière. Et ça, il faut aussi plus le communiquer, parce qu'en fin de compte, très peu le font. On est tous des chefs d'entreprise. Allez, je vais faire un aparté, on va dire qu'on est des grands sportifs. Bon, des fois, ça ne se voit pas trop. Mais les grands sportifs, on doit prendre une prise de risque. Cette prise de risque, en tant que chef d'entreprise, elle commence à être entendue que, pour les hommes, les conjointes en fin de compte sur de l'artisanat, elles sont embarquées dans la danse, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc oui, il y a des changements, ils sont positifs, le chemin est encore long, mais il y a une chose qui est pour moi en synthèse qui est importante, c'est qu'on a vraiment le sentiment, enfin moi je le prends positivement, qu'on a été entendu et qu'on est dans une phase de discussion pragmatique, tous autour de la table. Donc ça, c'est positif. Autre point positif, merci beaucoup Monsieur Strecher, une réforme qui est calquée aussi sur les attentes des petites entreprises. C'est ce que l'UDP a souligné, Monsieur Gartner. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors tout d'abord, peut-être un petit mot pour replacer, parce que moi je suis issu de la famille des professions libérales, donc on a rejoint l'UPA pour former l'UDP, et je pense que ce qui est important en tant
que profession libérale et chef d'entreprise, ou en tant qu'artisan, commerçant et chef d'entreprise, c'est de bien comprendre que c'est l'association des deux côtés, le côté métier d'un côté et le côté entrepreneurial de l'autre, qui permet d'avancer. Je crois que le sens commun, c'est bien souvent la taille des entreprises et les préoccupations. Alors, je reprends tout simplement, pour répondre directement à votre question, le titre du communiqué de presse de l'U2P à la sortie de la loi. Enfin, les attentes des entreprises artisanales, commerciales, libérales sont prises en compte. C'est donc bien un élément majeur. Je pense que c'est peut-être depuis très longtemps la première fois où à l'intérieur d'une loi, on a une vraie réflexion spécifique concernant les TPE. Et c'est vrai que quand on est même dans un cadre plus conventionnel d'accord entre les structures interprofessionnelles, salariales et patronales, souvent on a une vision qui est très largement dominée par la présence des grandes entreprises. C'est une réalité de terrain. Donc je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que président de la commission protection sociale, ce qui est important ici, c'est d'abord de voir toute l'importance de la communication vis-à-vis des entreprises. C'est ce que vous avez appelé tout à l'heure l'appropriation. Parce qu'effectivement, dans nos entreprises, nous n'avons pas de service RH. Et donc, ça nécessite, dans le cadre du travail quotidien du chef d'entreprise, d'abord, bien entendu, de faire son boulot de tous les jours, mais aussi de pouvoir se réapproprier ces éléments de la loi. Et je voudrais là reprendre, d'abord dire que le fait de faire un an après un atelier dans ce cadre-là va être pour nous l'occasion en commission de retravailler cette communication et cette appropriation. De relever peut-être, bien sûr, les deux éléments majeurs que tout le monde a déjà soulignés au travers de la problématique des licenciements. Alors, encore une fois, il faut bien savoir que pour un chef d'entreprise, un licenciement, c'est souvent un échec. On n'a pas embauché quelqu'un pour le licencier. Mais c'est vrai que aussi, quand on se trouve dans une problématique qui amène à un licenciement, on se trouvait dans des situations où les gens n'osaient pas rentrer dans le dispositif parce qu'effectivement, on ne savait pas financièrement comment on allait en sortir. Et donc, c'était un vrai problème d'ambiance à l'intérieur de l'entreprise qui était freinateur dans le développement elle-même de cette entreprise. Mais c'est aussi un autre élément qui est tout ce qui relève de primer le fond sur la forme et de rendre, au travers d'un CERFA, où il y a des cases à cocher, où donc on a peu de chances d'oublier ce qui doit être fait, c'est dans l'accompagnement administratif un élément majeur pour des entreprises de notre taille. La deuxième chose, bien entendu, ce sont les accords d'entreprise. Alors là, encore une fois, on n'a pas de service RH. Moi, je trouve que c'est une vraie réussite d'avoir déjà réussi à atteindre 360, un peu plus. Mais c'est aussi le rôle que nous avons, nous, en tant qu'U2P, avec nos branches, dans le cadre de ce qui est autorisé, parce qu'encore une fois, la loi précise bien ce qui relève de l'accord de branche et des dérogations possibles à l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas open bar. On a un cadre dans lequel on peut évoluer, donc c'est à nous, là aussi, de redonner et certainement de se servir des modèles de ces premiers accords pour permettre que ceux qui n'y sont pas encore allés puissent trouver les idées dans l'intérêt de leurs entreprises. Donc, je crois qu'aujourd'hui, un an après, il y a une vision très positive de l'U2P et de ce qui se passe. Alors, la difficulté, et c'est certainement là aussi un frein, c'est le nombre de sujets qui est mis sur la table, parce qu'il n'y a pas que les ordonnances travail. Dans la commission que je préside, on traite du RSI, on traite de la retraite, on traite du chômage, voilà. Donc, attention, parce que la stabilité, alors il faut évoluer, mais il faut aussi la stabilité, le temps aussi de ne pas consacrer toute son énergie à l'évolution, mais aussi à l'appropriation.
Donc ce sont des éléments qui sont importants de mon point de vue en tant que président de commission. Merci beaucoup, monsieur Gartner. Alors, cette conférence, elle est interactive. Il nous reste un peu moins de 20 minutes d'échange. On va être un petit peu pressé à un moment. Donc du coup, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois des petits téléphones dans les mains. C'est pas seulement pour faire des selfies. Donc du coup, on n'hésite pas à envoyer un petit SMS avec vos questions. Le numéro s'affichera dans quelques minutes ou tout de suite sur l'écran. 1 an après, quel est le bilan? Monsieur Fouché, je m'approche de vous. 1 an après. Est-ce qu'on est satisfait? Qu'est-ce qui se dit en interne? Comment est-ce qu'on vit les choses? Comment est-ce qu'on les ressent? Nous, on voit des communications, des déclarations à travers la presse. Mais voilà, déjà, par exemple, sur le climat de confiance, quel est le bilan 1 an après? On a évoqué, tout le monde a évoqué déjà des premiers éléments de bilan, donc je vais pas les reprendre. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un regard différent et d'être bien, selon la temporalité, et d'être bien conscient qu'une réforme de cette ampleur-là, elle a besoin de temps pour se déployer, ce que Raymond Soubier a rappelé il y a quelques minutes. Et donc ce qu'il faut observer 1 an après, ce sont les premiers signaux. Non pas tirer un bilan définitif, soit pour s'en glorifier, soit pour s'en lamenter, soit pour condamner la réforme, mais être attentif aux signaux pour vérifier que l'ensemble des petites cailloux qui ont été semés tracent bien le chemin vers lequel on veut aller. Et en l'occurrence, sur les ordonnances, je pense que ce n'est pas excessif de parler d'une tentative de transformation culturelle dans notre pays du rapport au droit du travail. L'ensemble des pays de l'OCDE sont confrontés au même sujet, qui est celui de, pour aller très très vite, de la globalisation et de la numérisation, des mutations technologiques, comme on dit, et qui implique un rythme de transformation des métiers et des entreprises beaucoup plus important qu'auparavant. Et donc les États, en fait, par rapport à l'environnement réglementaire des entreprises, ont plusieurs possibilités. Soit régulièrement, tous les 2, 3, 4, 5 ans, ils adaptent cet environnement réglementaire au niveau national. Alors ça vaut pour la fiscalité, ça vaut pour le droit du travail, ça vaut pour le droit de l'environnement, etc. Soit on change de paradigme et on dit on va poser le cadre une bonne fois pour toutes étant 10 ans peut-être, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans, et en disant ce n'est plus à l'État, au législateur, à tenter d'adapter l'ensemble des règles tous les 2-3 ans pour courir après les progrès technologiques et les mutations économiques, c'est aux entreprises elles-mêmes à adapter le droit du travail pour l'adapter à leurs spécificités. Elles seront, plus réactives si c'est elles qui le font que le législateur, et 2, plus précises parce qu'elles trouveront des solutions adaptées à chacune d'entre elles ou adaptées à chaque secteur. Et c'est là où je pense que les ordonnances sont à la fois un pari culturel en disant oui, les entreprises et les branches sont capables d'écrire une partie du Code du travail à l'intérieur du cadre légal qui est dessiné par le législateur. Et 2, pour la France en tant que nation, ça sera beaucoup plus efficace pour adapter ce droit aux contraintes, à l'environnement économique et aux différentes spécificités du business que si l'État lui-même, tous les 2-3 ans, court après les évolutions économiques. Et donc voilà, par rapport à ça, une transformation de cette ampleur-là, un pari culturel, ça ne se juge certainement pas sur la réussite ou l'échec d'ailleurs, sur 1 an, mais sur plusieurs années. Ce qu'on peut dire, je crois, c'est que tous les signaux sont plutôt au vert. Voilà, il y a une capacité de négociation dans les TPE qui démarre, il y a des recours au prud'homme qui baissent. Il y a des CERFA qui ont été sortis pour accompagner les entreprises dans les cas de rupture. Il y a 96 observatoires sur 100 du dialogue social dans les départements qui ont été mis en place.
On a des accords d'entreprise dans les plus grandes entreprises sur des sujets et des thématiques très, très sensibles, sur lesquels on nous disait que c'était impossible de négocier. Un élément de critique, allez, quand même, ou de regret. Je regarde Patrick en disant ça, et je prends un tout petit risque, mais allons-y. Il y a un élément du dispositif quand même qui démarre un peu plus lentement que les autres, c'est les branches professionnelles. On aimerait que, comme Patrick l'a rappelé, les branches ont demandé dans les ordonnances à garder un rôle important, un rôle de service, un rôle de structuration des secteurs. Et ça, les branches, Patrick en premier lieu, nous a convaincus que c'est ça qu'il fallait faire. Ce n'est pas ce qui était prévu au début. Mais les branches ont une responsabilité maintenant, les articles 22, 53 et suivants du Code du travail, elles ont une responsabilité de service vis-à-vis des entreprises. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 364 accords dans les TPE qui ont été signés. Il n'y a pas un seul accord de branche qui a prévu des accords types sur les TPE, PME. Ça, c'est un vrai regret parce que les entreprises elles-mêmes, TPE, artisanales, commerciales, libérales, n'arriveront pas à massivement s'approprier les ordonnances si les branches ne font pas leur job à temps et avec efficacité et conviction. Donc voilà, je ne sais pas si on aura des rencontres l'année prochaine, mais j'aimerais vraiment que l'année prochaine, on puisse dire on a eu 10, 20, 30 accords de branche pour apporter les services aux entreprises et TPE, PME qui les demandent avec insistance. Merci beaucoup, Monsieur Fouché. Ah bah, je vais répondre, là, parce que c'est un peu normal. Non, je pense que c'est vrai qu'on a insisté, j'ai fait partie de ceux qui ont largement insisté pour expliquer que les branches avaient la capacité de travailler sur cela et d'accompagner les entreprises. Mais là aussi, il est vrai aussi que les branches observaient, ils se disaient, ça va tenir la route ce truc, et est-ce que ça va être réellement mis en œuvre? Ben oui, ça l'est. C'est la réalité, ça l'est. Donc maintenant, à nous de construire les outils, et c'est le rôle de la commission que Philippe dirige, c'est qu'avec nos collègues, on va accompagner les branches. Il y a des branches qui l'ont engagé. Vous le savez très bien, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, parce qu'on sait très bien qu'il faut aider les entreprises. Une entreprise seule, et ça a été dit tout à l'heure, rédiger certaines choses, faire des textes, de toute façon on commet des erreurs, c'est comme ça qu'on se tapait entre le fond et la forme des jugements qui nous étaient complètement négatifs. Non, mais on va le faire. Hein. Là, à un an, faire les choses, c'est sûr qu'il y a 2 300 000 entreprises quand même. Hein. Dans tout notre secteur, toutes les professions groupées. Alors les collègues, déjà, il y a eu le temps d'observation. Ça y est, cette fois, on les a rassurés. Il faut qu'ils soient sûrs que ça soit dans la durée, ce que M. Souy a dit tout à l'heure. Il faut de la durée, parce que si on se dit que ce truc, ça va changer dans quelques jours, parce qu'on est en train d'entamer une négociation sur un autre domaine, ça inquiète, et là, dans ce cas-là, on ne bouge pas. Nous, on dit, là, ça va se pérenniser. À nous maintenant de le faire fonctionner, on va le faire. Il y aura peut-être encore des ajustements, parce que tout ce qu'on fait, c'est jamais parfait. Il y a toujours des petites choses un peu à améliorer, à faire, et puis nous, on va écrire, et puis on va quand même vérifier, parce que quand on conseil des entreprises, quand une branche conseille des entreprises, on a des juristes. Mais il y a toujours quelqu'un dans une instance un peu départementale ou régionale qui va regarder le truc, qui va dire votre truc là, ça va pas, c'est pas comme ça, et puis qui aura tendance à nous faire peur. Tu vois de qui je veux parler, enfin, vous voyez. Et ceux-là, ils sont là, ils se disent, ils sont au-dessus, ils se disent allez-y, faites votre truc, venez me voir, amenez-moi vos documents, et puis paf, l'entreprise prend peur et ça l'arrête. Il ne faut pas cela. Si on est parti dans cette démarche, le CERFA est en place, il fonctionne, il faut que ça aille jusqu'au bout. Si on part dans cette démarche, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Mais il ne faut pas que certains, dans des administrations que l'on rencontre quelquefois, s'amusent à nous faire peur. Ce que j'ai appris là dernièrement, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai appris dernièrement qu'il y a un endroit où il y avait des accords qui étaient en train de se faire, et puis il y a quelqu'un qui se dit que comme il sait mieux que tout le monde, il est en train d'expliquer, faites pas ça, parce que si jamais vous le faites, je viens vous contrôler, et ça vous tombe dessus. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Nous, on fait, on conseille, on l'accompagne, on sécurise, parce que les collègues nous en voudraient de leur mettre quelque chose qui ne va pas, mais on va le faire. Et on va le faire avec le temps que ça prend. Je l'ai dit d'ailleurs quand on l'a négocié, ces 2 300 000 entreprises ne vont pas du jour au lendemain créer des emplois, hein, on le sait. Hein. Il y a ça, plus autre chose. En ce moment, on est dans des discussions qui touchent l'assurance chômage et d'autres sujets, la santé-sécurité, il y a plein de choses.
Une fois que tout ça, on aura le radar qui aura balayé tout ça et qu'on saura, je pense qu'il y a des choses qui démarreront. Parce que moi, j'aime bien les collègues, on a des collègues qui sont prud'hommes, du côté patronal comme du côté salarial, j'aime bien, hein. Mais moins ils se réunissent, mieux ça vaut, quoi. Moins ils se réunissent, mieux ça vaut. Tout à l'heure, on ne l'a pas dit d'ailleurs concernant les prud'hommes. C'est qu'il y a aussi une différence, hein. C'est que le fond, la forme, ça c'est une chose, mais il y a aussi la durée de recours. Alors là, c'était l'épée de Damoclès garantie par l'État, comme je peux dire en plaisantant un peu. Parce que la durée de recours était tellement longue qu'on se disait, ça y est, j'ai signé avec un salarié, c'est bon, on va malgré tout, on y est arrivé à trouver un accord pour se séparer dans des meilleures conditions pour lui comme pour moi. Mais au-dessus, il tournait un truc qui disait, du jour au lendemain, ça va me retomber dessus, le salarié va contester ce qu'on a négocié. Là, ça a été amené à 6 mois. 6 mois, c'est pas 3 ans. Ça veut dire qu'au moins, il y a des choses comme ça qui rassurent. Alors ça, il faut qu'on l'explique, parce que les collègues ne l'ont encore pas compris. Ils ont l'impression que dès que les salariés ont franchi la porte, qu'ils ont signé quelque chose, une séparation entre parenthèses à l'amiable, il y a encore un délai très court, alors trop long. Donc on l'explique, on leur dit non, attendez, c'est plus comme ça, les règles sont différentes. Donc on l'écrit, on l'explique, et on y arrivera. De toute façon, il faut qu'on y arrive, parce que ça a été pensé pour nous, et si on veut que ça continue d'être pensé pour nous, il faut qu'on le fasse. Et puis comme de toute façon, aucun accord maintenant va se faire dans notre pays, sans qu'on tienne compte de nos petites entreprises, petites et moyennes entreprises, parce que c'est ça aussi qui est dans le texte, on tiendra compte systématiquement de ce que l'on représente quand quelque chose se négocie dans le pays. Mais ça, c'est quand même, rien que ça, c'est déjà, ça veut tout dire, ce genre de choses. Parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est pas penser là-haut, c'est pas penser pour un niveau, et puis on l'applique au plus petit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, justement, c'est aussi dans le texte. Mais on aura sûrement encore des discussions, des débats là-dessus. Mais on va y arriver, de toute façon, j'en suis persuadé. Il y a encore, on améliorera le modèle. Voilà. Merci, Monsieur Liébus. Aller plus loin, se rapprocher de la perfection. Justement, Monsieur Landré, quels sont les aspects qui ont été oubliés et qu'il faudrait peut-être prendre en compte? C'est Antoine qu'il faut poser la question. Il va dire qu'il en a été oublié, que c'est global. Il y a toujours des choses. La problématique de ce type de réforme qui effectivement est ambitieuse et vise à modifier le fondement même des choses, c'est son évolution. Raymond Soubille disait tout à l'heure, le plus important c'est la stabilité. Or on voit que la stabilité, elle est mise à mal, y compris par ceux qui la prônent. Je pense au gouvernement. Je vais prendre un exemple sur l'assurance chômage. L'assurance chômage, les ordonnances, étaient l'étape 1 de la rénovation du modèle social. Muriel Pénicaud, qui va intervenir juste après nous, le dira. Il y a toute une cohérence, une logique d'ensemble, de réforme, d'évolution du modèle social français. Les ordonnances, c'était l'étape 1, qui était beaucoup libérer les énergies dans les entreprises pour leur permettre de faire leur boulot. L'étape 2, c'était plus de protection, notamment en matière d'assurance chômage. Il y a eu une loi qui a été votée cet été, qui est la loi Avenir Professionnel, dans laquelle il y a la réforme de l'assurance chômage. Et bien, cette réforme de l'assurance chômage, on ne peut pas parler de stabilité. Parce que entre le projet de loi qui a été présenté aux partenaires sociaux, ce qui a été discuté en première lecture à l'Assemblée, ce qui a été voté finalement et ce qui va se passer maintenant, il y a eu 4 niveaux différents. Tout simplement parce qu'il y a un homme qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est président de la République et aussi Dieu sur terre en France, qui a décidé que les règles qui avaient été définies n'étaient pas les bonnes et qu'il fallait les revoir. Tout ça en 4 mois. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Alors il faut y intégrer une lutte contre l'abus d'utilisation des contrats courts et en même temps aller plus loin que ce qui a été dit. Et là, en matière de stabilité, plus personne n'y comprend rien. Et je me mets à la place d'un petit patron, d'un patron de TPE, d'un artisan, d'un commerçant, d'une profession libérale, à qui on a fait des promesses pendant la campagne présidentielle et à qui on lui dit « Ok, mais en vérité, c'est du bullshit, c'est pas tout à fait ça qu'on va faire et on va changer les règles par rapport à ce qui a été dit ». La meilleure preuve, c'est que pour qu'une réforme soit comprise, il faut qu'elle soit stable, il ne faut pas qu'elle soit évolutive tous les 4 mois, et il ne faut pas qu'elle dépende de la volonté d'un seul homme, eût-il été élu président de la République face à Marine Le Pen au 2e tour. Merci, Monsieur Landré. Antoine Fouché, tu as un commentaire à faire? Le droit de réponse. Non, je ne veux pas me lancer dans un débat avec Marc, mais est-ce qu'en 15 mois, en tout cas dans le domaine social, il y a un autre exemple? Ou est-ce que l'exemple que tu viens de citer ne serait-ce pas l'exception qui confirme la règle?
c'est une forte exception, importante pour les chefs d'entreprise et pour les salariés. Je dirais, il y a aussi un petit peu l'apprentissage, mais ça c'est lié à la concertation que vous avez menée. Vous étiez parti avec des avis préconçus sur la manière de gérer l'apprentissage en France demain. Effectivement, les discussions que vous avez eues avec les partenaires sociaux vous ont fait évoluer, ont fait changer votre copie, et on se retrouve in fine avec un texte qui est différent de vos ambitions initiales, et on verra à l'usage. Hein, vous savez, il y a un dicton qui dit « c'est à la fin de la foire qu'on compte le nombre de bouses ». On verra quel est le résultat de vos changements d'avis. Monsieur Gartner. Deux choses en m'adressant à Antoine Fouché. D'abord, j'ai entendu la commande sur les branches. Et vous le savez, l'ensemble de nos organisations réfléchissent de façon très active sur le sujet à la fois de la restructuration, parce qu'à l'intérieur de nos 4 confédérations, il y a des branches de petite taille, et donc de trouver des solutions pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Parce que, bien sûr, les décisions des branches, c'est à la fois des métiers, même des fois petits, qui ont leurs particularités, donc la difficulté de trouver le bon niveau de positionnement. Je vous ai dit engagement aussi en termes de communication pour pouvoir s'approprier les mesures, parce que c'est un élément essentiel, et je rebondirai sur notre atelier d'aujourd'hui pour mettre ça de nouveau en discussion. Je me tourne vers Christian qui suit ça en tant que permanent de l'UDP pour que ce soit bien dans nos prochains ordres du jour. Mais vous dire aussi qu'une demande vis-à-vis de vous, on vient d'évoquer le sujet de l'apprentissage. Et je pense que cette deuxième loi autour de la formation, pour le dire de façon simple, est une deuxième loi qui est largement tournée vers les TPE. Très largement tournée vers les TPE. Et vous savez qu'on est dans une période où on est en train d'aller en transition sur la prise en compte de la formation au travers des opérateurs de compétences. L'UDP, aujourd'hui, représente, on va dire un tiers, on va prendre un chiffre, on ne va pas se battre sur ces 30, 35, 27, bon, à peu près un tiers des contrats d'apprentissage. Quand on a dit ça, c'est des capacités d'embauche. L'UDP, c'est beaucoup de TPE. Cette loi a réfléchi des moyens sur les petites entreprises au travers du légal. Et je pense que c'est un élément essentiel parce que la mutualisation, qui est quand même indispensable pour permettre les départs dans les TPE, parce que le départ d'un salarié dans une TPE, c'est souvent un tiers, un quart de l'effectif qui part. Et donc, c'est bien la mutualisation qui permet de libérer le salarié sans avoir en plus des charges de formation. Donc, je vous interpelle parce qu'il y aura des décisions importantes à prendre au niveau de la ministre et donc de votre cabinet sur la reconnaissance de la place des TPE et en particulier des entreprises artisanales et libérales dans la constitution des futurs opérateurs de compétences, compte tenu de l'importance de ce que représentent les fléchages de moyens au travers de l'apprentissage. Et donc ce sont des éléments, je dirais, qui sont des éléments de contrepartie pour s'engager de façon complète. C'est-à-dire qu'on fait une loi, mais il ne faudrait pas qu'à un moment, dans les éléments de gouvernance, ceux qui seront amenés à mettre en œuvre n'aient pas la capacité de gouverner dans les opérateurs de compétences, dans une logique de proximité, mais une logique de proximité qui, pour nous, et vous le savez, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, est une logique à la fois de moyens humains, mais aussi d'autres moyens, parce que si on développe trop de moyens humains, on diminuera la capacité de formation. Or, c'est bien la capacité de formation, et c'est de l'entrée dans le numérique, l'intégration d'un certain nombre de choses, et donc je tenais à le dire, parce que c'est un point, je pense, majeur aujourd'hui dans les évolutions au travers des autres dossiers que suit Patrick. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Nous allons accueillir Madame la Ministre dans quelques minutes. On va céder la place. Monsieur Soubi, le mot de la fin pour vous, justement, en entendant un petit peu toutes ces remontées par rapport à ce bilan, ce premier bilan. Le mot de la fin est qu'on constate une certaine unanimité dans la satisfaction autour des ordonnances par rapport aux entreprises de proximité. Je limite mon propos mais il est très important, aux entreprises de proximité. Il y a eu quelques piques qui ont été faites pour montrer que nous avons ici
des esprits libres, indépendants et constructifs. Mais enfin, globalement, sur les 2 points qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir le barème en cas de rupture abusive et la possibilité de négocier en fait dans les entreprises de moins de 11 et même de moins de 20, dans certains cas directement avec le personnel, donc sans intermédiaire, ce qui est assez légitime dans ces entreprises. Ces 2 points, 1, sont appliqués, 2, sont absolument incontestables, et 3, ne sont pas compliqués. Modulo, et ça c'est un sujet qui a été évoqué, le rôle nécessaire des branches, parce que pour avoir des conventions, il faut aussi avoir des compétences du côté des... Or, des entreprises de proximité n'ont pas toujours les compétences en droit du travail qui leur permettent d'élaborer ces conventions. De là, l'importance des conventions types, et ça a été très bien souligné tout à l'heure, et de là, toute l'importance de ce qui va se faire au niveau des branches, puisqu'il y a tout un traité de Vienne des branches qui fait que ça va se regrouper, pas se regrouper, évoluer, etc. Alors, il est clair que la finalité est que les PME et les entreprises de proximité doivent s'appuyer sur les branches. Je crois que les branches auront un rôle central sur ces sujets, Autrement, ça ne marchera pas. Bon. Et que donc, il faut que cette réforme avance avec l'accord de tous. Et je crois que c'est ce que vous avez globalement dit, et que d'ailleurs, en plus, je partage. Merci beaucoup, Monsieur Soubi. Merci à nos invités, Antoine Fouché, Marc Landré, Monsieur Raymond Soubi, Anthony Streicher, et puis nos hôtes, Monsieur Patrick Liebus et Monsieur Philippe Gartner. On va céder la place à Madame la Ministre. La suite des événements continue. On aura également une petite pause d'âge tout à l'heure. Et puis, dans cet amphi, au même endroit, on se retrouvera tous ensemble pour la restitution des différentes tables rondes. Vous le savez, il y a eu différentes tables rondes. Vous étiez ici, vous n'avez pas pu y participer. Donc, surtout, restez avec nous pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci à nos invités.